Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Vous vous souvenez peut-être de celles qu'on appelait les Amazones de Kadhafi, ces femmes qui accompagnaient partout et en permanence le dictateur libyen. Elles ont suscité énormément de fantasmes et étaient censées représenter l'émancipation de la femme libyenne. Mais en réalité, leur vie était beaucoup plus tragique et leur destin beaucoup plus sombre. Nombre d'entre elles étaient des esclaves sexuels et finalement elles symbolisaient l'oppression de tout un peuple à un tyran. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'ouvrage de notre invitée aujourd'hui, Annick Cogent, grand reporter au Monde. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous venez de publier Les proies dans le harem de Kadhafi. Au départ, votre journal vous envoie pour enquêter sur les rôles des femmes dans la Révolution. Oui. Et vous vous posez cette question, vous dites c'était un rôle extrêmement actif, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas. C'était ma stupéfaction. J'avais vu les Tunisiennes, les Égyptiennes qui étaient très présentes, très combatives. Rien, jamais une femme libyenne n'apparaissait sur les photos, sur les films, sur les reportages. Donc c'est vrai que j'ai enquêté d'abord pour essayer de comprendre ce qu'elles avaient fait. Je me suis rendu compte qu'elles avaient été essentielles, qu'elles avaient été, me dit d'ailleurs un chef rebelle, l'arme secrète de la rébellion, de la révolution. Elles avaient caché des armes, elles fait des transports, elles avaient communiqué des tas de renseignements à l'OTAN, elles avaient détourné des stocks de médicaments, soigné les blessés, etc. Et puis surtout, c'était admirable ce qu'elle faisait parce qu'elle risquait, évidemment elle risquait la mort, mais elle risquait aussi le viol. C'était la punition suprême, c'est le crime des crimes en Libye, dans beaucoup de pays bien sûr, mais particulièrement en Libye, et le crime était arme de guerre décrétée par Kadhafi. Ça, c'était pendant la Révolution. Et alors justement, ce viol est un peu au cœur de votre ouvrage. Le début, en fait, de cette enquête repose sur la rencontre avec Soraya, une jeune femme qui, quand elle est écolière, est repérée un jour par Kadhafi, qui visite son école. Elle lui tend un bouquet de fleurs. Elle a été choisie par le directeur de l'école pour tendre un bouquet de fleurs à celui qui était le guide suprême. Et donc, il a le repère, il la trouve jolie et finalement, il l'a fait, enfin, en résumé, il l'a fait enlever. Et à partir de ce moment-là, c'est dès qu'il repérait une femme, il avait un appétit sexuel absolument énorme, il lui fallait des femmes chaque jour, jeunes pour la plupart, vierges si possible, etc. Il a repéré cette jeune Soraya effectivement à l'école. Le lendemain, 3 femmes sont venues la chercher chez ses parents avec une voiture du protocole. Elle est partie dans le désert. Ça en était vraiment fini de son enfance. C'est arrivé à des centaines de jeunes filles. C'est-à-dire qu'en fait, il l'a enlevée et ensuite, il l'a... il l'a séquestrée, c'est-à-dire qu'après, elle n'a plus de fille. Il lui dit d'ailleurs très vite, tu m'appelles papa Mouammar, je suis ton papa, je suis ton frère aussi, et je serai ton amoureux, et tu ne partiras plus jamais, tu resteras avec moi toute ta vie. Et ce cauchemar dure 15 ans pratiquement. Ça va durer, pour elle, ça va durer 5 ans. J'ai rencontré quelqu'un pour qui c'est arrivé, ça a duré 30 ans. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu du mal avec le mot harem au départ, parce que sans doute j'étais victime aussi de ces images qu'ont véhiculées les peintres ou les poètes, enfin orientalistes, en pensant que c'était une vision sans doute que le harem de Kadhafi était sans doute trop noir, même pour mériter ce nom. Non, sans doute. C'était une cohorte de femmes qui le suivaient partout, qui l'appelaient maître d'ailleurs, enfin, il était leur maître, et elles devaient satisfaire ses besoins jour et nuit, à n'importe quelle heure. Elles étaient complètement désaxées, c'est-à-dire qu'elles ne savaient pas elles étaient dans son sous-sol pour la plupart. Après, elles ont acquis un petit peu de liberté. Quand ils s'enlaçaient, il y avait sans arrêt des flux nouveaux qui arrivaient dans le harem, et quand ils s'enlaçaient, elles avaient un peu plus de liberté. Simplement, leur vie était brisées. Elles n'étaient plus vierges, elles étaient immariables pour la plupart, et puis elles se coupaient avec leur famille. C'est un tel tabou. C'est ça qu'il faut comprendre en Libye. Alors, la moitié du bouquin, pratiquement, repose sur le témoignage de Soraya, qui est extrêmement précis et qui, finalement, met presque mal à l'aise, tellement, à un moment donné, ces sévices sexuels et cette violence est répétée et décrite avec beaucoup de détails. Pourquoi avoir été autant dans le détail Écoutez, on n'a jamais ce type de document, réellement. C'est une rencontre un peu surprenante avec cette petite jeune fille. Quand je la rencontre, elle a 22 ans, elle en a 23 maintenant. Mais elle me décrit, elle accepte pour une fois, on a la voix d'une de ces femmes qui ne parleront jamais. Je pense qu'il y en a sérieusement en Libye, des milliers qui ont été un jour touchés, qui ne sont pas intégrés le harem toutes, mais qui ont été touchés un jour ou l'autre par Kadhafi. Il les prenait pour 1 heure, pour 1 semaine, pour 1 mois, il les rejetait. La plupart sont en train de se terrer en Libye avec leurs sales petits secrets et vivent dans la terreur que ce soit jamais su par leur mari. Certaines se sont mariées quand même depuis, de leurs enfants, de leurs proches, de leurs pères, de leurs frères, parce que le crime d'honneur existe évidemment et qu'elle risque d'être tuée. Donc Soraya, je lui donne longuement la parole parce que c'est inouï, le courage qu'elle a, l'audace de dire exactement les choses. Voilà comment ça se passait. Elle est précise. On peut vérifier beaucoup de choses de ce qu'elle a dit et j'ai pu le vérifier.
vérifier. Donc elle est réellement rigoureuse. Elle a ce courage et elle parle pour toutes les autres qui jamais ne pourront parler, même après le livre. Je ne crois pas que ça va délier les langues, parce que c'est juste impossible de dire ces choses-là. Mais au moins, elles sauront, ces femmes, que ça a été dit. Alors vous dites que c'est un véritable tabou. Vous estimez néanmoins qu'il y a eu des centaines, peut-être des milliers de victimes de Kadhafi, des victimes sexuelles de Kadhafi dans tous les milieux. Comment, parce que finalement dans votre bouquin il y a ce témoignage principal, plus ensuite un résumé de 5-6 autres témoignages. Comment, est-ce que c'est pas extrapolé un petit peu vite? Comment vraiment pouvoir vérifier et estimer qu'il y a eu vraiment des centaines de victimes? Parce que j'ai recoupé des tas de reportages, d'enquêtes et de témoignages de gens que je ne cite pas forcément. La crainte des gens de me parler était incroyable. Je rencontrais les gens la plupart du temps la nuit. Évidemment, la plupart me suppliaient de garder l'anonymat. C'était la condition sine qua non. Et bien sûr, j'ai respecté ça. J'ai pu donner quelques noms malgré tout. J'ai parlé également à l'ancien ministre de la Justice qui corrobore absolument tout ce que je dis et qui comprend tellement bien Soraya et qui la trouve formidable d'oser parler ainsi. J'ai parlé avec les gens du protocole de Kadhafi qui envoyaient les voitures, etc., qui savaient ces manœuvres à l'égard de ces jeunes filles dans les écoles et puis à l'égard d'autres femmes qui étaient aussi d'autres proies. C'est ça, alors vous parlez des gens du protocole parce que finalement ce que vous décrivez c'est presque un système organisé avec une rabatteuse et finalement plusieurs rabatteuses et un véritable système organisé, y compris vous dites beaucoup de gens étaient au courant, même à l'étranger. Oui, je pense que beaucoup de services diplomatiques, beaucoup de services de renseignement devaient être au courant, bien sûr, y compris au Quai d'Orsay. On savait certainement beaucoup de choses quand l'une de ces rabatteuses, l'une des tortionnaires, la geôlière quasiment de ma petite Soraya, la première témoin, je dirais, quand elle venait à Paris, au Quai d'Orsay, on m'a dit, on la suivait. Elle était suivie. Or, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait faire ses courses, me dit un diplomate très important. Faire ses courses, ça voulait dire, c'est pas des produits de beauté, même si elle allait également aussi chercher du maquillage, y compris pour le guide de la Libye. Mais elle allait essayer de convaincre des jeunes filles de venir en Libye, elle allait les inviter. Alors là, il ne s'agissait pas de viol, etc. Il s'agissait de leur donner beaucoup d'argent pour venir satisfaire aussi les besoins du guide. Pour un week-end, etc. Elle repartait avec des cadeaux. Mabrouka, puisqu'on peut dire son nom, elle est actuellement en Libye. Elle n'est pas jugée. J'espère qu'elle le sera un jour. Mabrouka venait se débrouiller pour avoir des visas, etc. Et elle arrivait avec des valises d'argent. De toute façon, les moyens étaient illimités pour essayer d'attirer des femmes. Alors, il y avait celles qu'on prenait, qu'on ramassait à l'école, et puis il y avait celles sur lesquelles ils fantasmaient, des stars de télévision, des stars de cinéma, des femmes proéminentes qui pouvaient parler, qui étaient brillantes, et puis les femmes de chefs d'État. Alors, pourquoi un tel tabou finalement dans la société libyenne sur ce... Vous parlez d'ailleurs d'ultime tabou, vous dites on a dénoncé plein de crimes, énormément de crimes du régime de Kadhafi, mais les crimes sur les femmes finalement, on ne veut pas savoir. Et vous dites même que certaines personnes qui vous ont parlé ont été finalement menacées après coup. Ça veut dire quoi ça veut dire quoi sur la société libyenne d'aujourd'hui? Menacée pendant, quelqu'un qui voulait m'aider a été constamment menacé, harcelé, insulté. Parce qu'on ne peut pas supporter qu'on parle de ça, parce que quand une femme est violée, c'est toute la famille qui subit l'opprobre, quand ça se sait en tout cas, et qui doit déménager, quitter la tribu, quitter le village. C'est une telle honte. Les hommes, les frères, combien de frères m'ont dit qu'ils se sentaient comme des sous-hommes. C'était eux on avait l'impression que c'était eux qui souffraient le plus. C'était leurs sœurs qui avaient été violées, mais c'était eux qui étaient complètement dans la souffrance. Et donc, beaucoup concluaient que la seule possibilité, si on ne peut pas tuer le violeur, c'est de tuer la jeune fille, de la faire disparaître. Tant de jeunes filles ont compris ça, ont intégré ça, qu'elles ont elles-mêmes quitté la Libye, quitté leur famille dans des conditions épouvantables, et que beaucoup de ces Amazones, mais d'autres filles également, sont parties, n'ont plus aucun moyen, et on les retrouve prostituées. Elles font ce qu'elles ont appris finalement avec Kadhafi, parce qu'elles n'ont aucun autre moyen. Elles le font en Égypte, le font au Liban, le font en Tunisie. Est-ce que la justice libyenne s'est emparée de cette J'espère qu'elle va le faire. Pour le moment, leur souci, écoutez, il y a un nouveau gouvernement qui est en train de se former, donc beaucoup de choses sont encore extrêmement chaotiques réellement en Libye. Mais je pense que certains voudraient vraiment que les culpabilités, que les complicités en tout cas soient mises à jour. Mais c'est vrai que l'urgence, on met en avant les prisonniers politiques, on met en avant les héros de la révolution, et on met en avant toujours les hommes. Et la souffrance des femmes, on n'a pas très envie d'investiguer. Alors on s'est dit qu'on punirait en priorité les crimes de sang, parce que sans ça, il y a eu tellement de complicité, ce serait effectivement très difficile. C'est une partie de la population qui a dû collaborer avec Kadhafi. Les crimes de sang, bien sûr, le viol n'est pas un crime de sang, mais tant de gens ont marché dans le système et sont allés au-devant des désirs du guide pour l'exploitation des femmes. D'ailleurs, vous avez l'air assez pessimiste sur la situation des femmes en Libye, finalement.
Écoutez, je pense que ça ira mieux. Ça peut aller que mieux. Une fois le prédateur disparu, je pense quand même que certaines femmes vont oser lever la tête. Elles sont formidablement organisées. Elles sont sur les réseaux sociaux. Il y a des chaînes de solidarité. Je pense que la femme libyenne tient en grande partie la société libyenne. Mais c'est vrai, il y a un machisme, il y a un conservatisme, il y a ce poids de la culture depuis toujours qui fait qu'on laisse les femmes de côté et que même le jour de la fête nationale, même à la fin de la Révolution, on aurait tellement voulu voir des visages de femmes enfin libérées, avec ou sans voile d'ailleurs, c'est même plus la question. Et on ne les voyait pas. À la tribune, c'était un peuple d'hommes. Il y avait, je crois, une femme qu'on avait remarquée. C'était juste désolant. Et les premières paroles du Premier ministre étaient effectivement affligeantes. Pas un mot pour dire chapeau, merci les femmes. Et elles l'ont toutes ressenties. Je pense qu'en même temps, on ne pourra plus aller en arrière. Elles ont pris beaucoup de responsabilités pendant la Révolution et elles ne veulent plus que quelqu'un leur fasse ce qui s'est passé au moment de Kadhafi. Une dernière question très rapidement. Ouais. Soraya, qu'est-elle devenue aujourd'hui? Est-ce qu'elle va porter plainte? Est-ce qu'elle a porté plainte? Non, elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas porter plainte. Elle n'a pas sans doute intérêt à se montrer. Ça n'est évidemment pas son vrai nom, Soraya. Elle est quelque part en Libye. Elle a peur. Moi aussi, j'ai peur pour elle, réellement. Je pense qu'elle a été d'un courage extraordinaire. Je trouve qu'elle devrait être évidemment protégée. Je vais essayer de le faire, mais je trouve que c'est la responsabilité maintenant du nouvel État libyen de protéger ce type de femmes et de considérer qu'elles sont victimes et pas coupables, contrairement à ce que beaucoup croient encore, hélas. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Annick Cogent, pour ce témoignage. Voilà, c'était l'entretien de France 24 que vous pouvez retrouver sur notre site internet france24.com en français, en anglais et en arabe.